France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Journaliste littéraire, Olivia de Lamberterie signe chez Stock « Comment font les gens ?» C'est le titre de son roman. Comment font les gens pour tout faire, pour tenir bon, malgré la tempête, malgré le malheur ambiant. 4 ans après, avec toutes mes sympathies, prix Renaudot de l'essai sur le deuil de son frère. Dans ce roman, il est aussi question de chagrin, mais aussi de bonheur. Invitée de l'entretien de Bienvenue au club, Olivia de Lamberterie restera avec nous après le journal de Thomas Cluzel pour notre book club du jour avec les écrivaines Fanny Chiarello et Wendy Delorme. Les histoires d'amour finissent mal en général et les romans. Rejoignez notre discussion via le hashtag BookClubCulture. Une émission imaginée par Henri Leblanc, préparée par Anouk Delfino, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez. Bonjour Olivia de Lamberterie. Bonjour Olivia. Bonjour, quel beau prénom. Oui. Ah oui, hein. Vous avez dit « je lis pour voir avec d'autres yeux ». Est-ce que vous diriez aujourd'hui « j'écris pour faire entendre ma voix » ? Oui, c'est vraiment une affaire de voix. Moi, contrairement à beaucoup de gens, je ne lis pas pour apprendre quelque chose, je n'écris pas pour apprendre, je lis et j'écris pour la langue, pour essayer d'entendre une langue quand je lis et d'en inventer une quand j'écris. Vous avez donc cherché, depuis ce premier « Avec toutes mes sympathies », à trouver votre propre langue, et pourtant sur des registres narratifs très différents. Hein. Comment s'inventer une langue quand on passe du récit intime au roman, même autobiographique ? Le premier livre était un récit que j'ai écrit vraiment dans la nécessité, comme une sorte de manière de tenir face au chagrin et au suicide de mon frère. Le deuxième était vraiment très différent, parce qu'il n'a pas été écrit dans la même nécessité presque de survie. Mais par conséquent, j'ai pu beaucoup plus justement m'attacher à la langue. Je voulais vraiment entrer dans la tête d'une femme, entrer dans un flux de pensée. Alors évidemment, sur mon bureau, j'avais comme une petite boussole, mais loin de moi l'idée de me comparer, mais j'avais le Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui était ma petite boussole du côté droit, et du côté gauche, j'avais mon autre boussole, qui était Françoise Sagan, parce que j'adore la manière qu'elle a d'être légère dans la gravité. Voilà, Virginia Woolf qui revient dans le roman sous la forme de Virginité Woolf, clin d'œil que vous lui adressez. Oui. C'est le premier livre écrit ce premier livre écrit dont vous nous parlez pour affronter la perte de votre frère qui avait mis fin à ses jours. Vous le disiez et vous l'avez dit à l'époque, hein, comme si mon frère m'en avait passé la commande. Aujourd'hui, quel est du coup le moteur pour ce « Comment font les gens » ? Si à ce moment-là, ce livre vous a été commandé dans l'au-delà ou de manière très intime, qu'est-ce qui a commandé celui-ci ? Mais en fait, ça doit être toujours mon frère. Alors c'est vrai qu'il y avait eu vraiment une sorte d'histoire folle avec le premier livre, puisque mon frère était très présent sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas tellement mon cas. Et j'avais retrouvé sur son fil Facebook un petit message qu'il m'avait écrit lorsqu'il était vivant, qui était « Écris ton livre ». Et puis, je continue de vivre toujours avec mon frère et je pense qu'il serait très content que je continue d'écrire. Et puis, j'ai découvert surtout la difficulté d'écrire, mais aussi le bonheur d'écrire pour soi-même. Parce que quand vous êtes journaliste, vous écrivez toujours pour quelqu'un. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même merveilleux d'écrire pour soi. Je pense que la seule règle que je me suis fixée, c'est de jamais penser à la réception du livre et au lecteur. D'écrire vraiment, entièrement, dans une très très grande liberté, et ça je trouve que c'est grisant. Ouais, et ça c'est une question qu'on se pose finalement tous en abordant cette question de l'écriture. C'est quand on voit ou on imagine la pile de livres que vous devez recevoir et avoir sur votre bureau, les auditeurs le savent bien parce qu'ils les retrouvent ensuite en librairie. Quand on voit cette profusion de titres,
On se dit, quand une journaliste littéraire décide de prendre la plume, est-ce que c'est pour écrire le roman qu'elle n'a pas lu ailleurs, que vous n'avez pas trouvé, vu arriver sur votre table ? Un petit peu, même si c'est très prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que je reçois peut-être 50 livres par jour, ce qui est énorme. Bienvenue au club. Voilà, vous connaissez exactement cette espèce d'arrivée massive, bon, mais qui en même temps me procure toujours le même plaisir et la même excitation. Sinon, j'arrêterais parce que c'est tellement chronophage. Les livres sont vraiment présents tout le temps dans ma vie. Et en même temps, je trouve que la lecture et l'écriture, pour moi, ça procède vraiment du même élan, du même enthousiasme. J'ai toujours autant de plaisir à lire et maintenant j'ai ce plaisir nouveau à écrire. Alors, c'est vrai que dans toutes mes enveloppes, il y a beaucoup de malheurs. Je ne sais pas si vous avez les mêmes enveloppes que moi, mais tous les malheurs du monde se déclinent chaque matin. Et j'avais envie, ça c'était vraiment quelque chose de très, très important pour moi, je voulais faire rire, parce que je trouve qu'il y a très peu de romans dans lesquels je ris en les lisant. Donc il y avait cette envie d'humour, et puis parce que je trouve que c'est la seule manière de s'en sortir. En tous les cas, c'est la seule que j'ai moi. C'est vraiment de rire de tout, même de ce qui est très grave. Et puis j'avais envie de faire rentrer dans la littérature des sujets qui ne sont pas dans les romans que je lis. Parce que je trouve que finalement, être mère, c'est aussi important que la guerre. Donc vraiment, il y avait cette envie d'essayer de raconter de manière littéraire ce que c'est que de faire les devoirs avec ses enfants le soir, ce que c'est que d'être mère dans une société qui met beaucoup de charges sur la tête des mères. C'est intéressant parce que vous dites que vous voulez faire rire dans une période, peut-être un climat tourmenté, morose parfois, et en même temps, comme lectrice, vous n'aimez pas ou vous ne lisez pas pour vous divertir. Hein, c'est ce que vous disiez aussi à l'instant. Ah oui, mais parce que la lecture, parce que le rire, c'est pas forcément le divertissement. Je trouve pas. Oui, je lis pas du tout pour me divertir. Je lis pas non plus pour apprendre. Est-ce que quand on lit beaucoup, on a un rapport très différent au livre, peut-être, mais vous lisez pour vivre d'autres expériences que la vôtre. Oui, je lis, oui, vraiment d'autres vies que la mienne, comme disait Emmanuel Carrère, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et peut-être que l'écriture, c'est aussi d'autres vies que la mienne, parce que cette Anna, c'est vraiment pas moi. Je lui ai prêté mes émotions, je lui ai prêté mon rapport au monde, mais pas ma vie. La voix de Comment font les gens, justement, c'est celle d'Anna, votre narratrice, et elle est éditrice. C'est un portrait de femme, ce roman, un portrait aussi d'une génération face à la nouvelle génération qui débarque et qui fait vaciller les repères de cette quinquagénaire, qui épuise les certitudes, qui se cherche d'autres modèles, cette nouvelle génération, de la maternité au féminisme en passant par l'amour et peut-être aussi le rapport au temps qui est important dans ce roman. Pas toujours simple de remettre cette tristesse en place, hein, comme vous l'évoquez dès les premières lignes de ce roman. Par quoi ça passe pour vous, Olivia de Lambertherie ? C'est vraiment un livre sur le temps que je voulais faire. Je trouve que ce qui est le plus frappant quand on vieillit, comme Anna, c'est à quel point le monde vous devient étranger, à quel point tout ce qui était familier vous devient étranger, bizarre. Et c'est ça que j'avais envie de traduire. Après, la tristesse, ce livre, il est vraiment né du premier. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être heureux quand même, puisque j'étais très malheureuse. Mais je ne voulais pas que le malheur prenne toute la place de ma vie, parce que j'ai des jeunes enfants, et puis même un grand enfant, adulte, et parce que je voulais pas devenir une mère malheureuse. Voilà, je voulais bien être une femme malheureuse, mais pas une mère malheureuse. Et donc à partir de là, j'ai réfléchi. Alors après, comment est-ce qu'on chasse le chagrin ? Moi, je trouve que justement, c'est par la lecture, c'est par le cinéma, c'est par la beauté. Je trouve que l'art en général, pour prendre un grand mot, c'est la meilleure manière de fuir le chagrin. Oui, ça je l'expérimente tous les jours.
Et tous les jours. vous évoquiez cette idée du flux de conscience façon Dalloway. Il y a effectivement chez cette héroïne le sentiment qu'elle est prise dans un flot de signaux complètement contradictoires et que la tempête, si elle est extérieure, dans les changements apparents de la société, elle est aussi complètement intérieure, elle est intérieure pour elle. Cette figure de sentimentale désenchantée, et Anna, comme vous l'avez imaginé, inventée, Olivia de Lamberthery, c'est une figure assez paradoxale, mais au fond ultra contemporaine pour vous? J'ai essayé que ce ne soit pas moi, mais que ce soit nous, effectivement. Oui, il me semble qu'elle correspond à une génération de femmes coincées entre deux générations très différentes. D'une part, la génération des féministes historiques. Et moi, c'est une génération que je connais bien parce que d'abord, c'est celle de femmes qui m'ont un peu élevée au magazine Elle, où je travaille depuis 25 ans. Et puis, c'est une génération de femmes que j'ai beaucoup interviewées et que j'ai beaucoup admirées, que ce soit Simone Veil, que ce soit Françoise Giroud. Ce sont des femmes très dures, hein, en fait. Mais j'ai compris leur dureté en les interviewant, parce que je pense que tout était vraiment très difficile à un point dont on n'a même pas idée aujourd'hui. Et puis, en dessous de cette génération de cinquantenaires, il y a effectivement cette génération qu'on dit woke, très radicale, que parfois Anna a du mal à comprendre, mais pour laquelle moi j'ai personnellement beaucoup de gratitude, parce que je trouve que c'est une génération qui nous a beaucoup ouvert les yeux. Moi j'ai l'impression que la génération des filles de 50 ans, depuis que je suis petite, on a passé notre temps à nous dire que c'était pas grave, que ce qu'on vivait, que d'être la première de la classe pour être à l'égal des garçons, bon bah c'était dur mais c'était pas grave. Tout ce qu'on a subi, les mains des hommes dans le métro, toutes ces choses. Moi, j'ai l'impression qu'on a passé notre temps avec mes amis à se dire que c'était pas grave, qu'on allait s'en sortir quand même. Et j'aime beaucoup cette génération de jeunes filles de 20 ans, de 30 ans, qui dit, elle, ben non, c'est très très grave. Et nous, on va rien supporter et rien admettre. Mais qu'est-ce qui est grave? Et c'est des discussions que vous devez avoir et des discussions sans fin, justement, au sein de la rédaction du magazine Elle. C'est quels sont les nouveaux combats? Quelles sont les nouvelles urgences? Ben justement, c'est de ne rien accepter. Moi, je suis très frappée de voir que tous les débats de société, mais vraiment très très graves et très importants, qui ont agité ces dernières années, ils sont toujours nés dans des livres. Ils sont nés dans le livre de Vanessa Springora, ils sont nés dans le livre de Camille Kouchner, dans le livre d'Hélène Devinck aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça que beaucoup de filles de notre génération ont subi dans le silence et qui ne doivent plus jamais être tues et acceptées. C'est peut-être grave, et en même temps, le fait que justement ces paroles se soient libérées par le livre, ça dit quelque chose du pouvoir des livres. Hein. Ah oui. Et à vous qui êtes à la fois romancière et critique littéraire, ça doit quand même aussi ne pas tant vous étonner, mais vous conforter dans l'idée qu'un livre peut peut-être changer le monde en fait. Je ne sais pas s'il peut changer le monde, mais en tous les cas, il peut changer le regard de ses lecteurs. Ça, oui, ça, j'en suis persuadée. Et vraiment, oui, c'était très réconfortant de voir l'impact de tous ces livres sur la place des femmes dans la société et sur ce que justement, ce qui était grave ou ce qui ne l'était pas, comme vous disiez joliment, bien sûr. Et ce qui est difficile à saisir, c'est que d'un côté, on se dit il y a encore la force de ces livres qui aujourd'hui témoignent de situations, révèlent. La mère d'Anna est dans un EHPAD, on pense aussi au Fossoyeur, le livre Enquête, événement qui a permis de révéler la situation, les mauvais traitements dans les EHPAD aujourd'hui. Alors d'un côté, on a ces livres qui sauvent, ces livres qui révèlent, ces livres qui proclament ou manifestent, et de l'autre, il y a un monde, le secteur de l'édition, dont on ne sait pas très bien s'il est un peu en perdition aujourd'hui. Anna, je le disais, elle est éditrice, votre héroïne. Elle est de l'autre côté du miroir par rapport à vous, qui êtes journaliste. Elle est éditrice dans une course de fond permanente pour donner de la visibilité médiatique à ses auteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez fait, votre entrée, c'est intéressant, dans le hall de la Maison de la Radio, non pas comme accompagnatrice, c'est le cas d'Anna, mais comme autrice. Éditeur, c'est un métier en pleine mutation. Vous avez du mal parfois à saisir, vu de l'extérieur, d'où peut-être aussi ce livre, ce qui est profondément en train de changer dans ce monde, ce qui cloche.
Ce qui cloche, c'était très important pour moi qu'elle soit éditrice parce que c'est un métier pour lequel j'ai énormément de respect et de considération. Et il suffit d'ouvrir n'importe quel livre auto-édité pour voir à quel point le rôle de l'éditeur est important. Mais avec Anna, dans les yeux d'Anna, on se rend compte que ce monde lui échappe aussi. Ah bah bien sûr, parce que c'est un monde qui se transforme, dans lequel on vous explique sans arrêt aujourd'hui que c'est génial parce que les auteurs vont pouvoir devenir des auteurs de séries, qui vont pouvoir faire autre chose que leur métier d'écrivain. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va faire des auteurs qui veulent seulement être auteurs ? Je ne sais pas, mais c'est sûr je crois que je m'occupe des livres à elle depuis 20 ans et que le changement est considérable. Alors il y a toujours eu des mauvais livres, hein, et après tout c'est pas très grave. Mais en revanche, ce qui est grave aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de livres écrits par des gens qui ne sont pas des écrivains. Or moi, j'essaye de me battre pour les gens qui sont vraiment des écrivains, pour les gens qui écrivent de la littérature pure et dure. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais défendre. C'est-à-dire qu'en étant journaliste littéraire, que ce soit au L, que ce soit chez nos confrères de France Inter, au Masque et la Plume, vous avez une fonction assurément de passeur, mais vous pensez avoir aussi une responsabilité, et notamment celle de ne pas passer à côté d'un bon livre dans la profusion actuelle. Alors évidemment, on passe forcément à côté des bons livres, mais oui, je pense que les critiques ont une vraie responsabilité, qu'il y a une telle profusion dans les librairies que bien sûr qu'on a une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est pas d'aller avec la meute vers ce qui se vend, vers ce qui est facile, c'est d'aller, oui, vers ce que les gens n'imagineraient même pas lire, bien sûr, oui. Et quelles sont vos boussoles dans ces moments-là ? Alors, vous savez, les gens pensent toujours qu'on travaille tout seul, mais on ne travaille pas tout seul. L'édition, c'est une immense chaîne. Et moi, j'ai la chance d'être justement... je parlais des éditeurs, mais vous êtes aiguillés par les éditeurs. Moi, je passe mon temps à faire des piles chez moi. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je fais des piles entre les auteurs. Je trouve que nous, critiques littéraires, c'est très important qu'on ait une politique d'auteur. C'est-à-dire qu'on les suive, et qu'on les suive dans leur bon moment, mais aussi dans leur moins bon livre, mais qu'on les accompagne. Accompagnatrice, moi, je trouve que c'est un mot très important. Et puis après, le bonheur, c'est de découvrir les nouvelles voies. Et cette rentrée littéraire, elle était pleine de premiers romans absolument géniaux, notamment d'ailleurs de premiers romans de jeunes femmes. Quels sont les écrivains qui vous ont donné envie d'écrire ? Nancy Huston, je pense que c'est la romancière qui m'a le plus frappée quand j'étais jeune et moins jeune, parce que c'est celle qui a écrit sur un sujet qui me fascine, qui sont les mères qui abandonnent leurs enfants. Et c'est elle qui a écrit aussi sur la possibilité que les femmes avaient d'être des mauvaises mères. En tous les cas, d'être pas les mères que la société attend. Je trouve qu'elle a écrit des livres magnifiques. Marie Darrieussecq, je trouve qu'elle est très... Les hommes la regardent toujours un peu de haut, Marie Darrieussecq. De toute façon, il y a une sorte de misogynie parfois dans le milieu littéraire qui m'énerve. Moi, j'adore justement Naissance des fantômes, tous ces livres où elle était dans la tête des gens. Marie Darrieussecq, elle a vraiment joué sur ce flux de pensée. Il y a des livres d'elle que j'aime énormément. Aujourd'hui, les livres d'Emmanuel Carrère sont vraiment aussi des boussoles pour moi, parce que je trouve qu'il a une manière de raconter le réel de manière extrêmement romanesque qui me fascine. Alors comment font les gens, Olivia de Lambertherie ? Est-ce que vous avez trouvé la réponse ? Peut-être que le mot, c'est les petits arrangements. J'ai l'impression que finalement, les gens passent leur temps à faire des petits arrangements avec le monde, mais surtout avec eux-mêmes. Et que c'est ça peut-être la vie. France Culture, il est 12h20, en compagnie de la romancière Olivia de Lambertherie.
extrait de la symphonie numéro 10 de Gustave Mahler, ici interprétée par l'Orchestre symphonique de la métropole de Tokyo, dirigé par Rudolf Barchaï. C'était en 2013, mais vous pourrez la retrouver avec le Philharmonique de Radio France ce vendredi en concert à l'auditorium à la Maison de la Radio, avec Patricia Kopachinskaya au premier violon dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Je vous redonne la date, vendredi 25 novembre à 20h. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de la romancière et journaliste critique littéraire Olivia de Lamberterie à l'occasion de la parution en cette rentrée de son roman « Comment font les gens ?» C'est chez Stock, sa maison d'édition aujourd'hui. Comment font les gens ? Il fallait terminer sur une note positive, il fallait la chercher dans ce tourbillon dans lequel vous amenez votre héroïne, Olivia de Lamberterie, terminer sur une fin trop sombre, trop négative, acter un aveu d'impuissance face à cette vie. C'était pas acceptable pour la romancière que vous êtes ? Si, c'était tout à fait acceptable, mais j'ai l'impression qu'à la fin de ce livre, il y a des pages qui sont très tragiques, qu'il me semble que Anna, comme beaucoup d'entre nous, elle est faite de ce qu'elle a vécu, enfant et jeune fille, et que je racontais quelque chose qui était très noir, qui était de l'ordre de l'emprise, de l'ordre de la naissance de son premier enfant. Et je trouvais que c'était très noir. En tous les cas, c'est comme ça que je l'avais vécu. Donc je voulais montrer que malgré ça, elle pouvait quand même être heureuse. Oui, parce que quand le mystère s'épaissit, celui du comment fait-on dans de telles situations, de telles conditions, il faut quand même, et c'est peut-être aussi l'œuvre du roman, je ne dis pas le but, mais son travail, chercher à faire rejaillir la lumière, trouver des petites pistes et des petites voies, d'ouvrir des petites fenêtres qui permettent au lecteur aussi de se dire il y a toujours quelque part une solution. Je suis contre toute cette espèce d'injonction au bonheur obligatoire dans la société. Je reçois des piles et des piles de livres sur comment être heureuse, et je trouve que c'est très culpabilisant. En revanche, je trouve qu'on a un devoir de bonne humeur, de joie. Moi, je crois beaucoup à la joie, en fait, beaucoup plus qu'au bonheur. Je trouve que c'est un sentiment très fort. L'art de la joie, c'est vraiment quelque chose... pour le coup, je trouve, on devrait beaucoup plus faire des manuels, voilà, apprendre la joie, plutôt que ce bonheur obligatoire. Au cœur du roman, il y a la question de la maternité. On accouche d'un roman. On lit d'ailleurs souvent concernant les auteurs, les écrivains. Mais dans la vie, quand on est une femme aussi, on peut accoucher, ou parfois, d'un enfant. Il y a le même sentiment de plénitude et d'insatisfaction pour la romancière. C'est à la fois quelque chose qui naît de soi et en même temps, quand le livre a paru, ça devient un objet extérieur, ça devient peut-être un enfant qu'on a envie à la fois d'aimer, de voir grandir, d'accompagner dans cette vie, mais dont il faut aussi accepter qu'il faut le laisser vivre. Oui, c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites. Alors évidemment, je n'ai relu ni mon premier ni mon deuxième livre, mais effectivement, ça devient un objet très extérieur à vous. Je suis très frappée de la lecture qu'en ont les gens, en fait. Et ça, c'est une chose très intéressante, et pour la romancière et pour la critique. Je pense que je n'exerce pas mon métier de la même manière après avoir écrit. Je suis très surprise des lectures très différentes que les gens font du livre. Je suis très surprise de voir à quel point les livres sont les miroirs des préoccupations des gens. Et en fait, c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire, moi. Je trouve qu'il faut être assez... ne pas projeter tous ces fantasmes dans les livres des autres. Mais ce qui m'a frappée, c'est que les lectures peut-être les plus intéressantes d'ailleurs que j'ai eues de ce livre venaient parfois des hommes. Alors que j'avais peur d'avoir écrit parfois un livre très très féminin, avec des sujets très féminins, mais j'ai été très surprise des lectures masculines.
Oui, il y a des sujets dits féminins, le désir d'enfant, Bien l'épuisement sûr, aussi bien face sûr, bien sûr. à la maternité, ces tabous aussi qu'on n'ose pas s'avouer, mais peut-être que les lecteurs sont comme vous, finalement, qu'ils écrivent et qu'ils lisent aussi pour vivre d'autres vies que la leur et chercher dans ces romans les clés de ce qu'ils ne comprennent pas ou ne saisissent pas. Votre féminisme à vous, on a parlé de celui du elle, mais pas du vôtre, entre celui des filles de votre héroïne Anna et celui de sa mère, donc plutôt le côté tendance MLF et le tendance woke. Où est-ce que vous situez aujourd'hui ? J'ai l'impression que ma génération, vous savez, on l'a souvent accusée d'être le ventre mou du féminisme, en disant que justement, on n'avait pas fait grand-chose. Mais il me semble au contraire qu'on a fait beaucoup, parce qu'on a expérimenté dans notre quotidien absolument toutes les libertés que la génération précédente avait acquises. Sauf que, sans doute, les hommes, eux, n'avaient peut-être pas encore beaucoup évolué. Moi, j'ai l'impression qu'on a vécu comme des petits soldats. Moi, je trouve que les filles autour de moi, de ma génération, elles sont extrêmement valeureuses. J'ai beaucoup d'admiration pour elles. Et si vous aviez l'idée de vous plaindre en disant que c'était beaucoup, peut-être, de vivre toutes ces vies dans la même journée, on vous disait, mais pourquoi vous vous plaignez ? C'est bien ce que vous vouliez. Je trouve que les injonctions de la société sur les mères sont terribles dans tous les sens. On vous demande d'être parfaite et dès que vous avez, je ne sais pas, quelqu'un qui va de travers dans la société, on dit toujours que c'est la faute de sa mère et jamais que c'est la faute de son père. Les injonctions concernent aussi l'amour aujourd'hui. Ce sentiment brinque-ballé entre des injonctions contradictoires. Au menu de notre book club aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, est-ce que les romans d'amour finissent toujours mal ? Réponse avec vous, Olivia de Lambertherie. Vous restez avec nous pour cette deuxième partie, puis nous rejoindrons Wendy Delorme et Fanny Carello pour leur livre À quatre mains, l'évaporé, avec leurs réponses et les réponses évidemment aussi des auditrices et des auditeurs. #BookClubCulture. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. À tout de suite.